Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction Monday Night Raw, nous sommes le 16 mai 2022 à Norfolk, en Virginie. Aux commentaires, Monsieur Smith, Monsieur Grave et Monsieur Saxton. Et avec moi, pour analyser ce show rouge exceptionnel, j'ai avec moi Tonton. Salut Tonton. Salut patron, salut peuple de catch-up. Le saviez-vous, Norfolk est jumelé avec la ville de Toulon. Cela n'a absolument aucun intérêt, mais j'avais envie de le dire. Je me demande s'ils partagent des choses en commun, parce que tu sais, souvent, on jumelle les villes, super, mais Oui. est-ce qu'il y a quelque chose en commun? Je sais pas, un programme peut-être je sais pas, Peut-être qu'il nous prévoit un Homos Lashley au stade de Mayol, un de ces jours, pourquoi pas. Ah bah oui. Et puis je crois qu'il y a aussi un truc assez parallèle entre la Virginie, enfin entre Norfolk et Toulon, c'est peut-être aussi le vote. Je subodore comme ça que dans le sud-est ou en Virginie, on a tendance un peu à voter très à droite. À droite de la droite. De toute façon, il n'y a pas de gauche aux États-Unis, donc tout le monde vote à droite au final. Oui, c'est vrai. Bon voilà, vous avez compris, on va faire une fine analyse politique de cet épisode de Monday Night Raw. Et donc avec moi, l'expert, hein, il agite à gauche comme il agite à droite, au devant et au milieu. C'est évidemment Papy. Salut Papy. Bonjour les enfants, bonjour Irem, bonjour tonton. Mais oui, c'est ça, quand il faut parler de politique de droite, on invite des vieux. Et c'est logique, c'est adapté. Bon, on a des vieux qui parlent de vieux du catch qui est tombé. Oui. J'espère que vous l'avez déjà écouté. Ce sont des vieux et des moins vieux qui parlent d'un vieux qui était vieux mais qui a retrouvé une seconde jeunesse. Évidemment, je parle de Edge, Adam Copeland, qui a donc été le sujet de débat autour du zinc par Tonton, Géliel et Letty qui a rejoint l'équipe. Bah voilà, Tonton, si tu peux nous en toucher un petit mot là, 20 secondes. Tu as 20 secondes pour nous parler. Et vends-le nous là, j'ai pas pour nous le vendre. Écoute, on a donc notre première voix féminine à catch-up. C'est historique. Et Letty, 33 ans, fan WWE, qui nous écoutait assidûment, qui était d'ailleurs quelqu'un de fantastique au niveau des commentaires. Vous devriez prendre exemple. Et donc je vous encourage largement, ça fait du bien d'entendre une voix féminine et surtout un avis féminin sur l'ignoble sport dans le plus grand podcast of the world. On avait déjà une voix féminine avec Giscal, hein, mais tu as raison. Dire, hein. Mais comme il vient jamais, de toute façon, voilà, il était bien de l'avoir remplacé. Le New Breed est en ouais, une nouvelle jeunesse. Bon voilà, un épisode dédié entièrement à Adam Copeland depuis notamment son retour fabuleux. Adam Copeland qu'évidemment on retrouvera dans cet épisode. Pour préciser Adam quand même, Copeland, baby. pour préciser, parce qu'il y a déjà eu des plaintes dans les commentaires, attention, ce compteur du catch est vraiment axé très particulièrement sur son retour en 2020. On fait un petit digest de sa carrière, mais clairement, on s'est penché très sérieusement sur ce qu'a fait notre ami Edge depuis son retour du Rumble 2020. Ouais, ne vous laissez pas tromper par la couverture que j'ai réalisée avant de savoir Le contenu. le contenu. Effectivement, j'ai mis je me suis dit, je vais mettre une image de Adam Copeland quand il était jeune, fougueux et qu'il faisait du sexe en direct à la télé devant des enfants de 10 ans. C'était une autre époque, tout ça. Mais effectivement, on s'attarde un peu plus sur la deuxième carrière d'Adam à la WWE. Allez, parlons du présent, et le présent, c'est maintenant. Homos, Bobby Lashley et le match qui va ouvrir le show, mais pas dans n'importe quelles conditions. Nous avons mis les deux hommes dans une cage. C'est un match en cage avec MVP qui nous explique un petit peu comment ça va se passer ce match. Alors effectivement, peut-être que Homos il pourrait tout simplement détruire Bobby Lashley et puis le faire tomber faire le tomber au milieu de la cage, ou peut-être qu'il va peut-être le soumettre, ou peut-être que il va tout simplement grimper et escalader, ou alors sortir par la porte. D'ailleurs, on voyait la tête d'Omos quand MVP a émis l'hypothèse que le géant nigérien puisse grimper tout en haut de la cage et puis sortir de la cage alors qu'il y a une porte. Je pense que c'est plutôt le scénario qui pourrait se produire. Mais dans tous les cas, ça va se terminer avec de la violence. Bobby Lashley va être explosé, on va le retrouver en 1000 morceaux
éparpillés façon Pulse à travers la cage. On va donc entamer ce match avec notamment Bobby Lashley et Omos qui sont dessus. Alors, Bobby Lashley qui arrive, voilà, tout simplement sur son petit podium, un petit podium qui est. D'ailleurs, je trouve ça un peu dommage. Le petit podium, il pourrait sortir sous le titantron. Là, c'est tout simplement un plot, hein, un petit plot qui a été posé tout en haut de la rampe. Mais rapidement, on a rapidement Cédric Alexander, hein, d'ailleurs, qui va arriver et qui va tenter d'intervenir dans le match. Puis il va se faire rapidement éjecter par Bobby Lashley. Il empêche en fait Bobby Lashley de grimper tout en haut de la cage. Omos aussi qui va se bouffer un spear hein, de Bobby Lashley. On a MVP qui va à plusieurs reprises interférer dans le match. Il va notamment donner un coup de canne, hein, si je me souviens bien, entre les mailles de la cage. Mais Bobby Lashley va le choper, je crois, il lui chope le bras aussi. Hein. Bobby Lashley chope le bras et il écrase la tronche de MVP sur le fer. Bobby Lashley, donc après, se bouffe, place donc le fameux spear dont je vous ai parlé pour le compte de 2. Et Bobby Lashley, donc qui ne parvient pas à sortir de la cage, et Omos en profite pour placer un énorme coup de botte dans la tronche, et il balance le Almighty à travers la cage. Erreur monumentale du Nigérian, un débutant dans toute sa splendeur, puisque Bobby Lashley se retrouve tout simplement déjà à l'extérieur. Il n'a plus qu'à enfiler ses petits chaussons et à poser les 2 pieds au sol, ce qui se traduit par, ladies and gentlemen, la victoire de Bobby Lashley. Omos a l'air très perturbé. Je ne suis pas sûr qu'il ait compris vraiment ce qui se soit passé. Toi, Tonton, est-ce que tu as compris? Sinon, papy, jusque la censure est tombée. Il en a rien à foutre. C'est pas possible. Tonton, là, insupportable. Allez, papy, la parole est au politologue expert en la matière. Voilà. Non, mais ça m'a bien fait plaisir là, de voir ces hommes s'affrontent dans une cage. C'est comme ça qu'on devrait régler les débats à la télévision française. Non, en fait, c'est marrant ce que je dis que ça me plaît, mais en fait, ça m'a pas tant plu que ça. Parce oui, c'est très marrant, effectivement. Ouais. Je ne sais pas comment le dire, mais j'ai l'impression ils ont une bonne idée de remettre un peu de stipu dans les shows hebdo pour rajouter un petit peu d'ambiance, tout ça, mais du coup, finalement, tu commences à en avoir un petit peu trop de ce stipu. Et donc, les matchs en cage, j'ai l'impression d'en avoir vu récemment. Alors, je n'ai pu mettre le doigt sur quelle était l'opposition qui concernait ce dernier match en cage, mais t'en as quand même de plus en plus, et donc, du coup, je trouve que ça perd de son effet. Et là, en l'occurrence, le match en plus, les deux, c'est pas la rivalité la plus intense qui soit. Ah bah tiens, si, je me souviens, c'était entre Sami Zayn et Drew McIntyre qu'on avait eu ça il y a peut-être 2 ou 3 semaines max. Et autant là, c'était monté un peu en puissance, autant là, ouais, les 2 gros balourds qui se retrouvent en cage, bon, c'était pas ouf. La fin en plus, et comme tu dis, Omos, on t'a l'impression qu'il comprenne ce qui lui est arrivé. Il est un peu tout bêta là, il est tombé entre la cage. Bon, voilà, c'était pas ouf non plus en termes et de timing et de comédie. Donc, on va dire que ça m'a pas méga ambiancé pour le show à venir, ce démarrage. Ouais, d'autant plus que c'était un peu long à annoncer. Tout le monde on a déjà vu ce scénario se produire, et tout le monde avait compris que Bobby Lashley avait gagné. Bobby est en train de célébrer. Et non, en plus, on a l'arbitre qui vient expliquer à l'annonceur que c'est bien Bobby Lashley a gagné parce que ses 2 pieds ont touché. Donc il y a eu tout un flottement pendant lequel en plus Omos était là un peu bêta, et MVP était un petit peu comme un con, con là. C'était les 3 couilles cette histoire là. Franchement, c'était un peu bizarre. Mais à noter quand même qu'il y a eu comme une fois, je crois que c'était en Arabie Saoudite, un gars qui est passé à travers la grille et puis qui n'a pas gagné. Je crois que c'était Reigns contre Lesnar ou un truc comme ça. Ou peut-être non, oui, c'est ça. C'était Reigns Lesnar, et puis il y avait une histoire de effectivement. Je sais, en fait, le résultat du match. Reigns à travers la cage. Ouais. Ou l'inverse. Non, Reigns qui spire Lesnar à travers la cage.
mais il peut pas perdre. Enfin, je sais plus, l'année 2 touche les pieds en premier, mais non, mais ça compte pas. Bah, je sais plus, c'était pourri, quoi. Oui, en fait, c'est le résultat. Il y avait eu un petit botch. Celui qui devait perdre avait quand même posé ses deux pieds. Mais en fait, l'autre non. Enfin, ouais, il y avait eu de l'embrouille. Donc, effectivement, c'était quelque chose qu'on avait déjà vu. Toi, tonton, alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match en cage? Oui, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match en cage? Bah écoute, je pense que Homos a 2 neurones, hein. Apparemment, effectivement, il n'avait pas appris les règles de la stipulation dans laquelle il était embarqué. Donc c'était un petit peu con quand même cette histoire de balancer le lâchelet, même si c'était très spectaculaire. Oui. Après, moi j'ai bien aimé en fait beaucoup ce qu'a fait MVP finalement tout autour, à gueuler sans arrêt, à venir mettre des coups de canne comme un salaud. Tu vois, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de vice là de la part du MVP, moi qui m'a bien plu quoi. Et puis alors cette intervention de Cédric Alexander, il faut qu'on en Ah parle les amis, ouais. quand même quoi. Non mais cette intervention Alors- de Cédric Alexander, mais est-ce que Cédric Alexander est candidat au suicide? Voilà la question que je pose. Ah bah oui, oui, il y a une nouvelle catégorie pour les Catch-Up Awards qui va être créée spécialement pour lui. C'est la team suicidaire quoi. Le mec est fou quoi. Le mec intervient dans un match comme ça où il y a 450 kilos de bidoche sur le ring, plus un MVP en mode surexcité. Donc là vraiment j'ai pas vraiment compris pourquoi le Cédric Alexander avait pris des risques pour sa vie. Mais écoute, bon, c'était plutôt marrant. Moi j'ai plutôt pas mal apprécié dans l'ensemble le match. Moi j'espère surtout que ça nous amène sur la fin de la rivalité. Ouais. Et que vraiment moi j'attends de Bobby vraiment beaucoup de choses au niveau du main event. Et j'espère que ça va le relancer. Finalement, il gagne sur un problème de connexion de neurones de Hamas. Eh ben, écoute, je le prends comme ça, en tout cas. Ouais, moi j'ai plutôt apprécié en fait ce premier match. Comme l'a dit Papy, c'est vrai que voilà, on a le droit quand même dans des weekly à avoir des stipulations. Et Ça, quand c'est cool. j'ai vu la cage apparaître, j'ai fait ah ouais, super. Enfin, c'est. Voilà, il y a une semaine, on se tapait quand même un bras de fer, toi. Donc je pense que les mecs à Norfolk, ils étaient contents d'avoir eu leur billet cette semaine-là. Parce que c'est quand même plus impressionnant et c'est toujours cool d'avoir une stipu dans un weekly. Et que j'ai trouvé que c'était plutôt raconté. Ils ont quand même essayé de raconter beaucoup de choses. Tu en as parlé, MVP. Moi, j'ai adoré l'intervention de Cédric Alexander. J'aime beaucoup l'utilisation qu'ils font de Cédric Alexander. Au moins, le mec est utilisé et il est complètement fou et suicidaire. D'ailleurs, je vous pose la question, hein, Bandana ou serre-tête? Alors, Cédric Alexander. Moi, je pense que c'est Bandana. Hein. Bandeau, bandana, certaines. La vache, ouais, moi j'hésite. Hein. J'avoue que je suis encore dans l'expectative. Bon, vous nous direz dans les commentaires. Hein, c'est comme l'histoire de la robe. Est-ce qu'elle est bleue? Est-ce qu'elle est noire? Est-ce qu'elle est grise? Chacun y voit ce qu'il veut. Et donc, bah, un opener, voilà, qui, on l'espère, effectivement, marque définitivement la fin de la rivalité. Je pense que là, on a réussi à préserver un peu tout le monde comme on voulait. Hein. Tonton l'avait dit, pour lui, voilà, Homos allait sortir, voilà, propulsé là, hein, très fort hein, finalement, et finalement aussi intelligent. Et Bobby Lashley, pardon, alors que Homos, bon bah voilà, c'est juste un gros destructeur qui a besoin encore un petit peu d'être encadré par MVP avant de pouvoir prétendre à autre chose que des grosses gaffes. Là. C'est une sorte de Great Khali 1.5 en fait, Homos. 1.5, effectivement. C'est l'évolution, mais ça prend du temps, hein, parce que Great Khali c'était un bout de temps. Maintenant, voilà, on prend son temps, le temps que ça monte au cerveau. Hein, voilà. Le temps qu'il prenne le rhume, le temps qu'il éternue. Des années se passent. Alors, on a eu ensuite un autre match. C'était Theory, hein, parce que c'est comme ça qu'ils vont l'appeler. Alors, c'est toujours un peu bizarre parce que Theory, mais il a toujours son petit entron A-Town. On comprend plus trop rien. Moi, je prends les paris. Je suis d'humeur parieuse. Je serais capable de parier que Theory serait un des premiers, peut-être même le premier, ça je ne sais pas, hein, dans l'histoire de la WWE, à récupérer son prénom après l'avoir perdu. Pas déjà. Non, Ah non, c'est Ali qui a récupéré son nom. Non, Ali a récupéré son prénom. Il l'avait perdu? Non, je sais plus, non, il me semble, je sais plus. Ah, je crois que t'as raison, qu'il l'avait perdu, qu'il l'a récupéré. Alors je prends le pari que Theory serait le deuxième à récupérer son prénom. Et d'ailleurs, c'est amusant, parce que ce soir, il affronte qui? Mustafa Ali. Eh ben voilà. Ah bah voilà. Il pourrait... Un lien les unit entre les deux, c'est assez incroyable. Alors, donc Mustafa et Theory donc, sont là, prêts pour leur match. Et Theory nous révèle que ce soir, il y aurait à avoir un arbitre
très spécial. C'est tout simplement le Miz. Et puis après, il nous explique qu'en fait, c'est pas lui qui va affronter Mustafa Ali. Non, Mustafa Ali va affronter tout simplement Veer Mahaan, au grand plaisir de Tonton. Alors, et de Papy, j'en suis sûr. Alors, il nous explique, c'est vrai qu'il a écouté les bons conseils d'un certain Vince McMahon, expect the unexpected, donc toujours s'attendre à l'inattendu, voilà, tout peut arriver. Et donc, c'est bien un adversaire différent de celui auquel Mustafa Ali s'attendait. Alors, le Miz, évidemment, est l'arbitre, une fois de plus, invité. Ali n'est pas content et Veer Mahaan va tout simplement punir Mustafa Ali. Il va placer son $1 million arme à son bras à $1 million, comme ça vaut cher. Hein. Et puis, voilà, en moins de 3 minutes... il dispose en plaçant son cervical clutch. Voilà, on déplace les cervicales. El famoso. Eh oui, disposé là comme ça de Mustafa Ali. Et puis voilà, là, le beatdown derrière. Et là, j'ai adoré la petite séquence qui a suivi. En fait, le gros beatdown avec les photos qui sont prises. Alors ça, c'était très très drôle. Quand Siri vient pour faire le selfie, et puis il fait « Ah bah attends, toi aussi tu vas être sur la photo », alors c'est Veer Mahaan qui fait la photo en tenant Mustafa Ali, et puis après t'as le Bis qui vient et qui fait la petite provoque, et donc il y avait beaucoup de monde là sur cette photo, et bouyaka, bouyaka, la cavalerie débarque, les Mysterio débarquent pour sauver le pauvre Ali, et puis comme ils sont bisbis avec Veer Mahaan, c'est le bordel, et les feuds peuvent continuer. Tonton. Bouyaka, bouyaka 619. Moi, c'est surtout ça que j'ai vu. Le retour de mon Réré. Ah, c'était cool. Ça faisait un petit moment que ça commençait à me manquer, là. Donc, bien content de revoir le père et le fils faire une petite apparition à la fin. Et puis, bah oui, Veer Mahaan continue sa destruction. Alors, il a été quand même largement bien aidé, hein, avec le Miz et Theory, là. On voit vraiment pas comment Ali allait se sortir de cette merde. Donc il s'est fait démolir. Et puis tu l'as dit, hein, ouais, Théorie qui profite du chaos et tout ça pour prendre des selfies. Ça, moi je trouve que c'est assez sympa, c'est assez marrant. Et par contre, je sais pas vers quoi ça nous emmène en fait l'intervention de Ray et Dominique. Sachant que Théorie a le titre des États-Unis, donc du coup c'est pas Veer Mahaan qui va aller vers le titre US, j'ai l'impression. Donc je sais pas, c'est bizarre. Ou alors on est parti, je pensais. Le truc en fait qui m'a sauté à la tronche direct, c'est ah bah trios match alors dans ces cas-là quoi. Dès la semaine prochaine. Donc j'imagine bien un Ali et les Mysterio versus Veer, Théorie et Miz. Et ça pourrait donner un trios match plutôt sympa ma foi. Papi, trios match. Quadros match, Cinco de la Mañana. Ouais, une petite séance de quadro, c'est très bon les quadros en plus de ces mois. Non mais c'est une petite séquence sponsorisée par le Jobber World. Je trouvais que c'était sympa Oui. hein, de Ouais. ces jobbers réunis ensemble qui Alors, intervenaient. chapeauté par des vétérans quand même. Oui, mais des vétérans qui malheureusement sont dans le monde des jobbers depuis un bout de temps. Hein. Rey Mysterio et le Miz, franchement, ça fait. Alors le Miz c'est un peu plus proche la dernière fois qu'il a brillé, mais les deux ça commence à faire comme de longs mois qui sont dans la bouillacasse du monde des Bouillabaisse, jobbers. bouillabasse. Bouillabaisse. Bref, c'est bon, ouais, ça sera sympa qu'on ira le 3 contre 3, mais c'est le groupe des gens dont on sait pas quoi foutre là, qui se croisent et qui se décroisent, et puis savoir qui sera le challenger numéro 1 pour le titre US. Pour moi, ça reste Ali, hein, mais c'est même pas sûr. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un titre de challenger pour le titre US? De toute façon, il n'y a pas de match, donc ça sert à rien qu'il y ait un challenger. Moi, je dis, hein, continuez comme ça. Jobber forever. Toujours le même problème des titres intermédiaires, que ça soit Jobber Raw for ou life. SmackDown. Oui, c'est des titres qui décolleront pas tout à son pay-per-view, donc Ouais. bah, c'est dans la lignée. On a je pense qu'effectivement, on se dirige tout comme pour le titre intercontinental vers un champion qui fera de la tag team. Et puis voilà, il sera heureux. Ouais, effectivement. Bon, voilà. Je trouvais que c'était une séquence qui était plutôt bien foutue, voilà, avec le Miz qui a chapeauté un petit peu tout ça. C'est
C'est divertissant, effectivement. Après, pour cette histoire de titre secondaire, de toute façon, on en parle chaque semaine et on ne voit pas encore forcément la lumière. C'est dommage parce que Austin Theory est vraiment le parfait champion US, je trouve. Il a vraiment la gueule parfaite. Donc, il faut qu'il continue là-dessus et pas qu'il s'embourbe trop dans des histoires de low-card avec Mustafa Ali qui est pas vraiment. Enfin, tout le monde est en fait. Toutes les feuds là se croisent, mais personne n'est vraiment en feud avec personne en fait. C'est pas vraiment très clair. Effectivement, on va se retrouver peut-être avec un 3v3 la semaine prochaine, mais je pense que Theory a besoin d'une rivalité claire pour le titre justement, et qu'il est parfait pour ça. Mais alors, je trouve que le personnage est parfait. Par contre, est-ce que Theory est parfait pour faire changer les choses? J'ai un doute parce que comme il est tout jeune, c'est pas lui qui va aller taper, qui va demander plus de temps d'antenne et à mettre sa ceinture en valeur, tu vois. Contrairement à d'autres qui pourraient dire non mais mon titre n'est pas si bien considéré, quoi. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Alors là, ce serait pas Et ça tant pareil pour Ricochet sur le mettant le Central, d'ailleurs. ouais, c'est pas tant mettre le titre US en valeur que de mettre en valeur Theory avec la ceinture, toi, en lui donnant des matchs où il défend sa ceinture et qui gagne, soit en roulant sur des jobbers ou alors en trichant. Donc de toute façon, on n'en est pas encore là à vouloir remettre en lumière le titre US. Ça, de toute façon, il faut en faire son deuil en 2022. Mais au moins l'utiliser pour mettre en lumière ce petit jeune qui n'en veut. Alors, dès qu'ils n'en veulent pas, il y en a dans la division féminine, parce qu'il y a des gens qui visiblement se battent pour avoir une place sur la carte et apparaître à la télé, mais aussi il y a des gens qui se battent pour ne pas apparaître sur votre écran. Il y a eu de l'embrouille, il y a eu du grabuge, et on en reparlera plus en longueur à la fin, lors du main event, après le main event de notre analyse. Mais voilà Tipa qui a eu, au bout d'une petite demi-heure, une petite heure, Becky Lynch qui apparaît et qui explique, elle est backstage, elle explique à un intervieweur, je crois, ou Adam Pearce, je ne sais plus, Adam Pearce, qu'elle a vu Sasha Banks et Naomi quitter le bâtiment, quitter Norfolk, quitter la Virginie. Faut les comprendre. Ouais, oui, peut-être qu'on peut les comprendre. Et du coup, le Six-Pack Challenge qui était annoncé au début du show, il y avait un Six-Pack Challenge qui était annoncé pour déterminer tout simplement contender au titre de championne de la W, de championne de Raw. Eh bien, elles ne sont plus là. Et du coup, Becky, elle est là pour résoudre les problèmes. Elle apporte des solutions. Elle se dit, tout simplement, je suis la prétendante, tout simplement. Il n'y a pas de problème. Allez, renvoyez tout le monde. Renvoyez tout le monde à la douche. Là, même pas besoin d'aller à la douche, à vrai dire. Et Adam Pearce dit, attends, écoute, moi j'ai une meilleure idée. Je te propose tout simplement un Becky Lynch versus Asuka ce soir en main event de Monday Night Raw. Alors, on met sur le côté, tout simplement, on pousse aussi au passage Nikki ASH et Doudrop. Doudrop, voilà, pareil, les deux sont tout simplement posés. Mais si vous voulez bien, on en reparlera ce soir, puisqu'il y a, lors du main event, après le main event, puisque voilà, il y a eu du grabuge. Il y a eu du grabuge backstage, tout simplement. Moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'à ce moment-là, j'ai absolument rien compris à cette histoire. Oui. Exactement, comme Papy, j'étais dans la sauce, je dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, mais qui se passe? et puis du coup on laisse Becky dérouler, puis moi j'adore Becky, elle est fun, elle est nature, et elle dit ouais mais c'est moi la number one de toute façon. Et je trouve qu'elle est legit. Ouais, elle est carrément legit, mais va falloir le prouver ce soir face à Asuka. Jey Uso est là. Ouais, gros main event. Jey Uso est là avec son frère, avec son frangin, mais Randy Orton n'est pas là. Je sais pas, il a un repas de famille, visiblement, il avait un repas de famille. Alors, le pauvre Riddle était tout seul. Ça faisait bizarre de voir Riddle sans Randy à ses côtés. Mais bon, ça n'empêche pas de toujours avoir sa bonne humeur. Et donc, on a un match entre les deux, parce qu'il y a toujours du grabuge entre les deux équipes. Alors, ça enchaîne les coups de pied. Ça enchaîne les prises avec Riddle qui tente d'étrangler plusieurs fois
Jimmy, et puis Jay qui fait qui est aux alentours et qui fout le bordel là voilà, en défaveur de Riddle. Ce sont des athlètes accomplis hein, qui nous offrent un match plein d'actions avec pas mal voilà, de distractions, des interférences. Riddle qui gagne un petit peu le momentum, mais Jimmy qui place un Samoan drop là, pour renvoyer Riddle au sol. Et puis Jay se fait virer par l'arbitre, à mort l'arbitre, qui éjecte Jay là, qui a trop intervenu pendant le match, qui a trop triché, c'est pas bien de tricher, et du coup ça permet à Riddle de placer, de gagner la vie, de grappiller la victoire là avec un petit roll-up, un petit cradle qui permet de remporter donc ce match. Matt Riddle qui empoche une victoire, voilà. Avant la grande rencontre, hein, avant le fameux match qu'on attend tout là, de fusion des titres, tout simplement. Papy, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai pensé que c'était, enfin, ça faisait un peu cheap en fait cette rivalité sans Reigns et New Orton autour Ouais. finalement. Et bah c'est un peu dans la suite de ce début de show où j'ai du mal à capter pourquoi il y a tant d'absents, pourquoi les segments être comme ça sans être vendus plus que ça. T'as aucun fil rouge hein, finalement dans le show. Enfin, si t'en as un, on n'en a pas parlé, mais t'as un compteur Cody qui est là pour dire qu'il va arriver à 23h. Alors, mais Mais à attends. part ça, t'as rien quoi. Et donc du coup, bah le match il est sympa parce que c'est des bons talents qu'on a dans le ring. Mais bah là sur une rivalité aussi intense, ce match-là, moi, il m'a laissé de marbre en fait. Et c'est un peu dommage. À la limite, je me demande même s'il y avait un intérêt à le mettre à Raw. Fallait peut-être le garder le rivalité chaude pour SmackDown en fait, si elle est pas mise en avant de ce côté Raw. Ouais, peut-être effectivement l'absence de la vipère. Est-ce que l'absence de la vipère, toi, t'as dérangé, mon bon tonton? Est-ce que t'as senti une différence quand Randy n'est pas là? Il y a une différence au niveau de l'ambiance, certainement, mais le fait de voir Riddle faire apparaître des girafes de partout, c'est plutôt sympa. Ben moi, je vais même aller peut-être plus loin. Je vais peut-être même vous dire que peut-être que ce match, il n'était pas prévu sur la carte. Je me demande Ah, justement, toute cette absence là, toutes ces absences, etc. Ils étaient peut-être backstage et puis avec tout le foutoir qu'il y a eu dans ce Monday Night Raw en coulisses, peut-être qu'il y a peut-être eu un truc, tu vois, un peu à l'arrache où on s'est dit, oulala, et en fait, il va falloir remettre un match dans la carte parce que quand tu réfléchis un petit peu, un six-pack challenge, c'est en général un long match, quoi. C'est pas un main event de 3 minutes qui nous était promis normalement, hein. Donc, je me demande s'il n'y a pas eu quelque chose comme ça, quoi. Alors, ça peut peut-être concerner un autre match sur la carte, mais je me disais, comme Papy, finalement, je me disais, ouais, c'est cheap quand même. C'est bizarre de faire catcher Riddle et Jimmy sans la présence de Randy, sans la présence de Roman, sans interaction par rapport à ça. Donc c'est pour ça que ça m'a laissé un peu perplexe, mais par contre le match en lui-même, quasiment 11 minutes, et franchement les mecs se sont envoyés, hein, ça faisait plaisir, hein, techniquement moi j'ai trouvé ça super propre, et puis voilà, petit roll-up pour finir, hein, très très classique à la WWE, mais je trouve que c'était pour une fois plutôt bien amené, etc. Et plutôt bien fait pour le fameux mot protéger, continuer à protéger les acteurs de cette rivalité qui est loin d'être terminée pour le coup celle-là. Ouais, effectivement, ouais, l'ambiance était bizarre. Je sais pas si c'était vraiment lui, parce que je suis pas sûr qu'ils improvisent autant de choses quand même. Toi, rajouter un match comme ça me paraît. Ouais, je Ça- sais pas là sur ce qui s'est passé, on sait jamais quoi, ouais, tu a vois. priori, ils ont quand même Ouais, le segment juste avant venait d'être improvisé, donc c'est possible effectivement qu'ils se soient dit on a besoin de plus de temps. Mais alors celui, ouais, je sais pas dire, peut-être mais en allonger tout cas le le match, show je avait veux l'air bien le vraiment à croire, quoi. l'arrache. Je veux bien croire qu'on allonge la durée des matchs, par exemple, toi. Je veux bien croire qu'on allonge la durée du match et que peut-être du coup il y avait un peu de flottement dans ce match-là à cause de ça, parce qu'un match qui dure. Enfin, finalement, il a duré assez longtemps, hein, 10 grosses minutes. Toi, c'était quand même assez. Pour un match où effectivement juste Riddle versus Jimmy sans la présence de Randy, peut-être que effectivement il y a probablement eu effectivement des ajustements suite à ce changement de main event. Et puis Riddle qui arrive à choper une petite victoire alors qu'il est tout seul face aux deux frangins Ouzo. Donc effectivement, là, bravo Riddle, là c'est Non, tu nous impressionnes, tu nous c'est souvent impressionnes. Riddle qui chope les victoires et que c'est souvent lui qui catch en fait, hein. Randy, c'est plus le chauffeur de foule. Pip pip, allez. Petite vidéo là qui sur AJ Styles, Finn Balor, Liv Morgan et puis
voilà, Morgan qui est pas contente à propos de Rhea Ripley, et puis les Los Losarios qui débarquent et qui lui offrent un petit spot là sur la Kiss Cam. Elle dit non, et puis en plus il y a Jay Styles et Finn Balor qui débarquent, qui dit excusez-moi madame, est-ce que ces deux jeunes hommes vous ennuient? Alors, et puis, les mecs se barrent du coup. Et puis il leur propose tout simplement de venir ce soir assister à leur match, parce que Jay Styles et Finn Balor donc, vont affronter les Los Losarios ce soir. Alors elle fait seule, qui sait pas trop, elle fait je vais y penser et tout. Alors, attends, alors. Non, mais Attends, elle est folle, elle. mais comment c'était rincé ça? Mais elle est folle, Ouais, elle est hein. folle, Liv Morgan, quoi. Ouais, j'ai trouvé ça bizarre. Hein. Bah ouais, attends, t'as une locardeuse qui a 2 top stars qui débarquent et qui lui disent bon allez viens avec nous, on t'emmène et tout. Et bah je sais pas, je vais réfléchir. Non mais sérieux quoi, oh Liv, réveille là, hein. Réveille de l'escadron là. Ouais, Ça me rassure, j'ai cru que t'étais grincheux sur ce côté-là, mais bon, je suis pas le seul à avoir trouvé ça complètement nul. Ouais, c'est complètement nul, parce qu'en plus, c'est même derrière, après, finalement, elle vient, et puis il n'y a pas d'embrouille, quoi. Donc, pourquoi avoir fait ce segment-là, un peu cette réaction? Fallait au contraire. surtout que c'est une grosse fangirl, elle est, Oui. voilà, elle est pleine d'émotions, elle a envie de se battre, elle nous explique qu'elle veut se battre, qu'elle veut être dedans, quoi, qu'elle veut pas être mise sur la touche. Et là, t'as les deux top cards de la WWE qui viennent lui proposer d'être voilà, avec eux pour le match. Je sais pas trop, peut-être me faire les ongles, j'ai peut-être un truc à faire et tout. Oh, je sais pas ce qu'il y avait ce soir, mais tout le monde se faisait un petit peu prier là, hein, pour apparaître à la télé. Ce soir là, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas à quoi ressemble la nourriture à Norfolk, Virginie, mais j'ai des inquiétudes là. Hein. Effectivement, il y avait peut-être un truc dans le pudding qui les a un petit peu retourné l'estomac. Hein. Bon, d'ailleurs, le Judgment Day, là, ils ont dû aussi en bouffer parce que. Ah ouais. Voilà, ils avaient les crocs là. Alors, il sait que voilà. Alors, il nous explique. Ouais, c'est une petite séquence. Alors, le caméraman avait un petit peu de mal à suivre tout le monde parce qu'il y a Edge qui est assis et puis il y a comment ça s'appelle Damien Priest qui est immense, et puis il y a aussi. Rhea Ripley aussi qui est grand. Dans le caméraman, il était un peu perdu, il filmait à gauche, à droite et tout. Et bon, il a su. Alors, bon, Edge vous explique tout simplement qu'il invite les gens à venir les rejoindre, tout simplement. Hein. Il invite les gens à venir les rejoindre, les gens qui veulent. Les gens veulent le pouvoir, ils veulent avoir tout ce qui va avec. Et puis ils se présentent un peu en mode anti-système, quoi, hein, que les gens s'égarent et qu'ils sont là pour un peu c'est vraiment, on passe un peu en mode gourou, un peu en mode secte, hein, secte, et puis il dit vous pourrez même, ça pourrait être toi, Edge Styles, le prochain à rejoindre le Judgment Day, tout simplement, avec ton athlétisme, et puis voilà, tu pourrais être tout en haut de la montagne avec nous, et puis de toute façon c'est très simple, hein, soit vous serez debout à nos côtés, soit vous serez couché à nos pieds. J'ai beaucoup aimé cette réplique, puisque voilà, on est tout simplement inarrêtable. Et puis il pose sa petite bagouze. Hein. C'est une bagouze qu'il pose à chaque fois dans son petit, petite balance, voilà, pour montrer que c'est tout simplement eux, la justice, ceux qui décident de la suite. Alors moi, je vous pose une question. Est-ce qu'on joue pas à un jeu dangereux là? Parce que le Judgment Day là, voilà, toi, en commençant à dire ouais, en se mettant un peu en mode anti-système, c'est comme ça qu'on chope un peu de la pop, là. Hein, en commençant à faire appel au peuple, en disant ouais, voilà, on se fout de vous, vous pouvez nous rejoindre. Aux États-Unis. C'est un petit peu dangereux tout ça, non? Ouais, je sais pas, dans les. Ouais, peut-être, ouais. Je dirais pas aux États-Unis, mais en même temps, c'est vrai qu'ils ont quand même eu un président populiste il n'y a pas si longtemps que ça. Mais dans le monde du catch, c'est jamais trop bon d'essayer de se rebeller contre l'autorité de toute façon. Donc globalement, on a vu déjà plein de segments. Enfin, tu le vois avec, on en parle plus tard, les Evans en mode marine, où elle fait que de la daube et elle est adorée par le public. Et à l'opposé, dès que t'es un petit peu anti-système, anti-machin, un peu différent, t'es toujours en train de te faire bâcher à WWE, tu vois. CM Punk qui se faisait huer quand il disait qu'il buvait pas d'alcool. Enfin, tu vois, c'est quelque part les valeurs sont inversées. Ils ont du mal avec la différence de toute façon aux États-Unis. Donc quelqu'un qui promouvoit de sortir un peu du cadre, forcément ça il. Ouais, c'est possible que ça soit ça. Moi, je pense pas que ça va amener une pop qui pourrait les transformer en babyface comme ça du jour au lendemain. Mais
Mais j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Et moi, ce qui me fait rigoler, c'est que Edge est en train de se transformer en conseiller Pôle emploi, quoi. Le mec veut faire bosser tout le monde chez lui. Voilà. Bon, les gars, alors écoutez, il y a du boulot en ce moment. Il est temps de vous venir. Alors, du coup, il y a tellement de supputations sur les mecs qui pourraient rejoindre, ou les nanas d'ailleurs, qui pourraient rejoindre le Judgment Day, que je me dis, mais c'est pas possible. Ils vont nous créer un clan avec 7 ou 8 catcheurs à ce rythme-là, quoi. Parce que quand tu vois que finalement, comme tu l'as dit, le patron Edge, il propose même à AJ Styles de venir. Donc c'est assez incroyable, quoi. Après, moi, je suis pour l'instant, toujours, je reste convaincu. Moi, je trouve que ça marche bien, ce petit trio-là. Et mais effectivement, si Edge il est prêt à monter une grosse faction pour prendre le pouvoir finalement, et pour ça ils pourront pas être à 3, effectivement il faudra qu'ils soient beaucoup plus nombreux, et je trouve qu'il y a de l'idée derrière tout ça. Donc encore un truc qui décidément, je trouve en fait que Edge a lâché plein de pistes dans cette promo, et c'est plutôt bien, moi ça me plaît bien comme ça. N'hésitez pas à suivre le compte Twitter de Edge parce que le mec partage sa liste de courses. Il a, ça. on a balancé ça sur le Discord. Là, il a mis une petite photo de Ciampa, voilà, tout simplement. Donc, je pense que tous les jours, il a posté une photo de. Comme l'a dit. Hier, c'était Best Phoenix. Qui avait posté une photo de Ciampa ? Non, Edge qui avait posté une photo de sa femme. La femme de Ciampa ? Non. La femme de Edge, une photo pareil, un peu dans le même mode que celle de Ciampa, un truc assez laconique, tu vois. Et donc voilà, et effectivement, comme je te trouve que ton image est très bonne, il fait sa liste de courses, notre ami Edge. Bon, tant qu'il poste pas des photos de sa femme en train de faire des saluts nazis, ça devrait aller. Il devrait s'en sortir mieux que les tag teams de la NXT. Bon, alors il y a eu un match quand même, donc AJ Styles Balor contre Los Lotarios. Un match qui a duré peut-être un peu trop longtemps quand même, parce que finalement ils auraient pu disposer très rapidement des Los Lotarios. Là, AJ Styles et Finn Balor. 8 minutes 30, c'était pas super abusé non plus. Bah, on est dans des matchs de 10 minutes de niveau. Début. Ah, quand même, il y a quand même un écart de niveau là, ça aurait dû être réglé plus rapidement que ça. Bon, on avait voilà, les deux vétérans qui affrontent les deux petits jeunes. On a eu un beau match bien solide. Les Heels qui ont tenté de garder AJ Styles au sol et isolé de son partenaire, mais les Babyface, voilà, avec un bon hot tag, ont permis à Finn Balor de placer son coup de grâce. Et en plus, le Judgment Day n'est jamais venu faire un petit coucou. Et puis voilà, Liv Morgan a pu faire son two sweet. Il y a eu un two sweet, donc un three sweet, comme ça qu'on appelle. Quand t'es 3 et que tu fais un two sweet, ça fait un three sweet ou ça fait un six sweet ? Tu multiplies pas. Comment on calcule ? Un four sweet, il est au carré. Je sais pas dans que c'est alors. Un suite au carré, voilà. Un suite au carré. Elle s'est pas fait prier en tout cas là. Bah oui, alors non, mais c'est ça, non mais. La fille, il faut qu'elle. Know your place quand même. Know your place. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Un tout suite, quoi, qui est un des symboles les plus forts dans l'histoire du catch, et là, elle se ferait prier pour rejoindre ce clan, rejoindre le clan là. Non mais attends, n'importe quoi. Quelque chose à rajouter sur ce match, mes amis ? Mais la fille était dans le Riot Squad avant, puis elle va aller pleurer sur Baylor et. Bah ouais, non mais ça, je suis d'accord, papier ouf, c'est fou, c'est dingue. Mais bon, sinon, alors moi j'ai, mais de toute façon, alors j'arrive pas. Alors les enchaînements, ils sont bizarres en plus. T'as l'interview en coulisses, t'as le segment jugement D là dans leur KGB qui n'a aucun rapport avec la suite. Puis après, boum, tu passes à match, t'as aucun lien entre les deux, t'as pouf, c'est enchaîné, c'est propre, c'était sans transition ce soir. Ouais. Il y a eu le match était bien. Il y a eu notamment un double slingshot crossbody là avec Balor et Styles qui était bien synchro. Et puis il y a eu la petite kiss cam en plus d'Angel et Humberto là qui a fait plaisir. Je suis sûr que tonton t'aimerais bien toi être à la kiss cam là. Ah ouais. Parce que tu ferais au moins la même réaction que celle, parce que là celle qui a eu droit au bisou là, elle était ça lui a fait sa journée visiblement. Ah ouais, clairement ouais, on sent qu'elle était heureuse pour tout le reste de sa semaine quoi, ça c'est sûr. Après le match encore une fois, moi j'ai trouvé que c'était un match de bonne qualité à nouveau. Après le Riddle Jimmy etc. Jusqu'à présent, même si les enchaînements sont bizarres, même s'il y a zéro transition comme l'a signalé justement notre papy. Au final, moi je trouve qu'en termes de qualité in-ring, on continue à rester dans des critères pas mal du tout quoi. Le finish est génial quoi. Et vraiment là, ce coup là, pour finir, comment ça se passe ? Oui, il fait son springboard et puis derrière c'est le coup de grâce fatal quoi. Et franchement, non mais vraiment, moi j'ai vraiment adhéré au match quoi. Donc plutôt satisfait sur ce coup-là. Mais
Ouais, c'est surtout Liv Morgan en fait qui m'a énervé moi lundi soir quoi. Voilà, on en a suffisamment parlé, mais vraiment cette réaction entre le backstage avant et puis là à la fin où elle arrive, elle est toute contente et machin, etc. Je dis non mais Liv, mais vas-y Liv là, touche-toi les neurones aussi, là, fais comme Omos quoi. Oh là là, ah bah non merde Omos il l'a pas fait. Bon bah tant pis. Mais c'était bien. Allez, Kevin Owens qui a porté son plus beau t-shirt de fan de la Sami Zayn qui se retrouve avec la Alpha Academy. Et on va découvrir ensemble les résultats du test ADN d'Ezekiel. Hein. Ah. On ouvre l'enveloppe, mais les résultats ont été contaminés par la présence mystérieuse d'un extrait d'une essence de sauce barbecue. Voilà. Alors Otis est évidemment immédiatement accusé, il est à blâmer, hein, mais Gable essaye de garder le calme, parce que là, Kevin Owens n'est clairement pas content, et Gable promet donc que ce soir, il va tout simplement montrer que Ezekiel n'est qu'une fraude, et qu'il va lui exploser, et Kevin Owens dit « Mais c'est ce que tu dis chaque semaine !» Effectivement, il y a eu un match un petit peu plus tard entre Ezekiel et Chad Gable avec KO au commentaire. KO au commentaire, c'est toujours un plaisir pour les cages à miel. Et puis aussi un Otis qui est là aux abords du ring pour supporter son mentor. Alors, il y a une photo qui est mise où effectivement il y a Ezekiel et Elias qui sont ensemble. Mais Kevin Owens nous dit mais non, c'est un fake, c'est un mauvais photomontage. Il manque le haut des cheveux du frère. Gable pendant ce temps-là, affronte Ezekiel, un match technique, un match qui dure encore combien de temps? 10 minutes, tonton. Bah oui, encore un match de 10 minutes. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Je pense qu'on a mis à plat les choses. Rien n'a dépassé ce soir. Rien n'a dépassé. Tout a duré 10 minutes, tout simplement. 11 minutes même exactement. 11 minutes le match Ezekiel. Non mais n'importe quoi. On verra. On en reparlera pour le main event que la durée du match est importante ce soir pour totalement autre chose. Qu'est-ce qu'il y a eu de notable dans ce match notamment? On a eu qu'est-ce qu'on a eu? Oui, on a eu voilà Ezekiel qui a pas placé son Gory Special là, qui était plutôt assez impressionnant. Voilà, avec les pauvres bras de Gable qui tout ça avait l'air bien douloureux, et puis un gros coup de genou sauté là d'Ezekiel dans la tronche de Gable. C'était super, même si je suis pas sûr qu'il l'ait beaucoup touché. Non, il passe à 4 mètres. Hein. Visuellement, c'était impressionnant, mais alors ce serait vu sur un tournage à Hollywood. Voilà. Mais bon, la magie du montage, nous fera oublier ce moment d'hésitation. Et puis, la petite distraction d'Otis qui, malheureusement, va se retourner contre son mentor, puisque Ezekiel nous place le finish du diable, un roll-up. Eh oui, Toto, tu l'avais senti venir celui-là. Hein. Ouais, carrément, là, le roll-up, là, c'était clair qu'il allait arriver. Quoi. Ah, et ça commence à devenir un running gag dans cette review, mais encore une fois, c'était un match que j'ai trouvé plutôt pas mal. Ouais. Techniquement, si ça dure 10 minutes, ça plaît à Toto, tout simplement. Moi, je trouve que Chad Gable, techniquement, il est super propre, quoi. Ah, oui, et je trouve que Ezekiel est meilleur que son frangin entre les cordes. Il a plus de variété de moves. Alors, effectivement, bon, les coups de genoux qui passent à 12 mètres, ça peut être embêtant. Mais bon, on va dire que là, c'était peut-être plus un problème de réalisation de la cam plutôt que du catcher en lui-même, quoi. Mais le match, putain, moi j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça enlevé et tout. Chad Gable, Chad Gable de toute façon là depuis la création de l'Alpha Academy, je trouve qu'il est génial. Ses catchphrases là avec son thank you, tout ça, moi ça passe super bien auprès de moi en tout cas. Et vraiment je kiffe quoi. Et puis après aucun étonnement, hein, bien sûr que c'est Otis qui a corrompu le test ADN avec sa sauce barbecue. Bon alors, est-ce que la cam était bonne? Papy. La cam était non trop longue. C'est pas possible ça. Ils font beaucoup trop long les matchs ce soir, mais on s'en a déjà parlé. Effectivement, il y a peut-être une piste par rapport à ce qui s'est passé par ailleurs. Mais c'est là quand même que tu as le talent un peu des gars dans le ring, parce que dans le ring et autour, avec aussi Kevin Owens. Parce que franchement, j'en parlais tout à l'heure sur le segment d'ouverture, là, ils tiennent sur rien sur cette histoire-là. Ils ont rien du tout à dire. Du moment que sur l'autre, ils tentent un truc, la semaine suivante, ils l'annulent, comme ça, c'est réglé. Et puis, il se passe absolument rien depuis des semaines. Et puis, ça tient quand même à peu près en haleine tout le monde. Avec un catcheur, Ezekiel, qui, certes, il bouge un peu plus que son grand frère, mais
ça reste pas foufou non plus, quoi. C'est la tenue du Ultimate Warrior et sans le physique, enfin si, un petit peu de physique, mais moins. Enfin, c'est un Ultimate Warrior en cheap, voilà. Donc, bah voilà. Et les mecs avec le talent, ils arrivent quand même à tenir des semaines et sur des semaines. Ça ne tiendra pas non plus éternellement parce que, enfin, ils peuvent pas non plus passer leur semaine à rien faire. Mais ouais, voilà. Donc, non, mais moi, ouais, je suis pas forcément fan de ces shows avec des longs matchs qui mènent à rien. En house show, ça me dérange absolument pas. Dans un hebdo, bah, c'est bien plus chiant pour moi. Ah, c'est Ouais, marrant ouais, ça. ouais. Moi, j'aime bien quand il y a du catch. Ah ouais, mais peut-être pas Dans ça un la show de AEW, catch. quoi. J'aime bien quand il y a du catch dans un show de catch. Moi, je suis désolé, mais voilà, Ouais, moi, pour moi, tu tu, vois, on je, peut pas te laisser dire des choses pareilles, tonton. Voilà. ouais, ouais, c'est vrai, c'est un C'est scandale. pas ça qu'on vient regarder. Si on voulait regarder du catch, on regarderait d'autres fédérations. Ouais, bah, pour une fois que la WWE nous offre un peu de minutes de catch et nous montre un peu de quoi sont capables les mecs, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors je suis d'accord avec toi, Papy. Effectivement, derrière l'histoire, c'est rien quoi. Ça change toutes les semaines. Les mecs évacuent direct le segment backstage pour se relancer sur le ring. Donc je suis d'accord là-dessus. Mais moi justement, j'allais de surprise en surprise dans ce Raw en me disant mais t'es assez fou. Qu'est-ce qu'il leur prend là de mettre des matchs de 10-11 minutes. Alors on pourrait trouver ça long. J'imagine trop tonton se balader comme ça, en sautant de surprise en surprise dans le monde merveilleux de Monday Night Raw. Oh, une nouvelle surprise de 10 Oh, minutes. c'est Ça dure 10 original. minutes, parfait. Oh, parfait, je vais mettre mon slip sur la tête. Bah Non, alors, mais vas-y, mets-le ton slip sur la tête, on attend. Allez, vas-y. Après, je comprends qu'on peut chouiner si on a des matchs de 15-20 minutes avec des mi-quart d'heure et tout ça. Mais bon, 10 minutes, c'est un critère quand même très classique dans le catch international, quoi. Ouais, là c'est juste que c'était les matchs de 10 minutes qui s'enchaînaient. Alors, j'exagère parce qu'en fait, avant ce match-là, il y a eu un autre match. Donc je triche aussi, je triche. Et oui, C'est ma faute, on t'avait tous calculé, je te rassure. Ouais. Il y a eu un match. Alors, est-ce que je suis pas sûr Ah, il que y a eu c'est un un match match. qui t'a fait mettre ton slip sur la tête, mais Alexa Voilà, déjà. Bliss Quoique. a affronté Sonya Deville qui avait donc perdu son boulot. Elle ne fait plus partie de l'autorité de Stamford. Deville se prend une claque, je crois, au début du match, par Alexa Bliss, si j'ai pas de bêtises, qui a changé de theme song au passage. Oui. Complètement anecdotique. Le match n'a pas beaucoup d'intérêt. Elle place un standing moonsault mais c'est raté. On a un running knee qui donne le compte de 2 pour Deville. Un chinlock. On enchaîne encore les running knee. Et puis surtout à la fin, le pauvre l'arbitre là qui est en train de rattacher le turnbuckle parce que voilà, il refait les lacets du turnbuckle. Mais c'est prend du temps parce qu'il doit faire un double nœud, hein. Vous savez qu'il fallait faire des doubles nœuds, c'est pas facile, hein. Et ben, Deville, pendant ce temps-là, elle place un spinebuster et puis elle est censée gagner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ben non, 1, 2, seulement compte de 2. Et Bliss en profite pour placer son DDT. 1, 2, 3. Ce match n'aura pas duré 10 minutes. Du coup, ce match n'aura peut-être pas plu à tonton. Je ne sais pas, tonton. Ouais, alors en tout cas pour Alexa Bliss, je veux bien continuer à garder mon slip sur la tête. Mais par contre, ce qui m'a fait rigoler, c'est l'arbitre qui fait de la maintenance pendant le match, quoi. Alors, c'est quand même assez incroyable, quoi. Donc il voit pas la tentative de Sonya, bien sûr, pour remporter le match. Le match dure un petit peu moins de 4 minutes. Pour le coup, oui, voilà, on a changé de stratosphère tout à coup, ou de multivers, ou je ne sais pas comment l'appeler. Mais en tout cas, pour Sonya Deville, ça sent un peu la descente aux enfers. Elle a perdu son job d'officiel. Elle perd le match face à Alexa Bliss. Et elle termine d'ailleurs en mettant une méga tarte dans la gueule à l'arbitre d'ailleurs, hein, pour le récompenser d'avoir fait la maintenance pendant le match. Donc voilà, tout ça mène pas à grand chose à part pour finalement nous relancer Alexa Bliss. Ça c'est plutôt sympa par contre. Ouais, Papy, t'en penses quoi toi? Bah, relancer, je sais pas trop, parce que je trouve qu'elle est Ah ouais, hein. Alexa Bliss, hein, depuis son retour. T'es généreux là, tonton. Vous trouvez tant que ça? Tristoun, elle a pas l'air. Enfin. Elle est là sans être là, hein. C'est ça, hein, franchement, t'as l'impression qu'elle est, ouais, là sans être là. Voilà, j'aurais pas dit mieux. T'as t'as quelqu'un qui s'appelle Alexa Bliss qui est sur le ring, mais t'as absolument rien dans son regard, quoi. C'est vite complet, quoi. Donc, Ouais. et donc peut-être que bah il fallait qu'elle revienne, donc il a faut revenir. Ils ont pas d'idée derrière, mais moi je trouve que c'est tristoun là comme retour, hein. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, bon, elle est un peu rouillée, voilà, dans le ring, voilà, on sent un peu de rouille, quoi. Mais c'est pas ça le plus inquiétant parce que ça, c'est quelque chose qui revient. Mais c'est surtout, elle a pas l'air habitée du tout
elle a pas l'air en vie, quoi. Alors que ça fait des mois et des mois que que son retour était attendu. Alors, à part sa petite parenthèse en Arabie Saoudite, mais ouais, je sais pas. Là, clairement, en plus, enfin, c'était pas pour elle ce match-là. C'était l'histoire de Sonia Deville qu'on racontait. Et je trouve ça dommage enfin, c'est Alexa Bliss la star normalement, toi. Et là, Alexa Bliss, bah, c'était peut-être Alexa, mais pas Bliss. Ouais, c'est Random Girl, là. Franchement, ça serait n'importe qui en face de Sonya Deville, ça serait exactement la même histoire. Ah ouais, franchement, moi j'aurais presque mis tu m'aurais mis une locale. Comme ça, Sonia Deville aurait perdu contre une jobbeuse locale. Que bah, j'aurais trouvé ça pas déconnant en fait, par rapport à ce qu'on a vu là, finalement. Donc, Je crois que allez. l'histoire c'est plutôt consacré à Sonia, quoi, tu vois, avec ce qui Ah s'est oui. passé à la fin, parce que Alexa finalement gagne le match, elle s'éclipse, Mm. et derrière il y Ah a oui. le fameux segment avec la bonne baffe dans la gueule, qui nous annonce quoi en fait? Qui nous annonce que soit Sonia, elle va être suspendue, il va y avoir une sanction, je pense. Oui, alors d'ailleurs, ça me fait marrer parce que t'as un des commentateurs qui fait, au moment de la baffe, qui fait oh là là, mais elle a perdu son job d'autorité à WWE, elle ne peut pas faire ça. Les gens, ils sont choqués. Permettre. Mais je veux dire, n'importe qui devrait pas On peut agresser frapper les gens, bah physiquement un collègue, que tu sois à l'administration ou quelque chose. Ça m'a fait bien marrer. Bon, Mais bah oui, effectivement, effectivement, c'est Alexa l'histoire Bliss, de elle est Sonia censée Deville. être, Bah oui. c'est Alexa qui est censée être la star, et pour l'instant, elle est éteinte. Ouais, éteinte. Bon, un qui était allumé, c'était bah, le fameux compte à rebours dont tu nous as parlé, le Final Countdown de Cody Rhodes, hein, qui font une annonce. Alors, ils nous l'ont fait font le coup une fois tous les 2 ans, ça, de faire ce compte à rebours pour annoncer la promo d'un catcheur. Alors, c'est Cody Rhodes, il débarque, hein, le compte à rebours est terminé. Il dit ouais, Seth Rollins n'est pas là ce soir. Il nous a fait un sacré laïus. Hein. Il nous a raconté une sacrée histoire avec des mots Ouais. très compliqués, je pense trop compliqués pour nos amis de Virginie, parce que la foule était gentille. La foule l'a écouté. Je trouve les gens très gentils avec Cody Rhodes ce soir. On aurait entendu des watts, j'aurais pas été étonné. Donc ils ont été très polis les gens de Virginie. On peut sûrement leur reprocher plein de choses, mais pas la politesse. Hein. Donc il dit oui, voilà, Rollins, il remet le feu, voilà, il veut pas lâcher l'affaire, grosso modo, que c'est de sa faute, il est complètement omnibulé, il a construit son propre purgatoire, il veut m'entraîner avec lui en 2011, quand il arrive avec le Shield. Voilà, Rod il était à l'arrière comme ça, un peu aigri, à voir bah voilà, d'autres que lui finalement prendre sa place, hein, et que c'était dur pour lui. Et puis après, hop, il a explosé le plafond de verre. Lui, alors, il savait même pas ce que c'était, limite le plafond de verre à l'époque Cody Rhodes. En tout cas, lui, il l'avait jamais traversé, il n'était jamais passé à l'étage supérieur. Son histoire, elle est un peu différente de celle de Seth Rollins. Hein, il s'est un petit peu perdu en chemin, et puis voilà, il a eu une nouvelle chance, hein, et cette chance, bah, il la prend. Il la prend, et Rollins, il essaie de lui retirer hein, cette deuxième chance, mais il a aucune chance, et la seule façon de l'en empêcher serait de lui passer sur le corps, de le tuer. Du coup, il dit, bah écoute, ok, un dernier match, mais cette fois-ci, dans la cellule de l'enfer, dans un Hell in a Cell match. Et Rollins qui était finalement backstage, hein, visiblement. Voilà. Alors, les gens qui sont censés être là ce soir se barrent, et ceux qui sont censés pas être là, finalement, ils sont là. Donc, petit souci de gestion RH, hein, je pense à la WWE. Hein. La feuille de route n'a pas été partagée correctement à tout le staff. Il dit, mais mec, t'es complètement fou, parce que moi, je suis allé dans la cellule et ça m'a complètement changé, et toi, c'est ce qui t'attend finalement. Et Cody Rhodes dit, bah voilà, qu'il accepte. Il accepte tout simplement le challenge. Le challenge est accepté, mon bon papy. Et toi, est-ce que tu as trouvé que Cody Rhodes utilisait des mots trop compliqués pour raconter son histoire? Parce que moi, je vous l'ai fait simple, mais il utilisait un vocabulaire très, très enlevé. Hein. C'était une sacrée histoire qu'il nous a racontée. C'est une longue histoire. C'était peut-être pour faire dormir. Peut-être c'est l'histoire qu'il raconte à son gosse pour le faire dormir le soir. Et ça n'a pas marché avec la foule jusqu'à qu'ils disent Hell in a Cell. Là, t'as tout le monde qui dit ah, génial, Hell in a Cell, c'est la fête du slip, ouais, super. Ok, oui, super. Bon, bah voilà. Donc, bon, manifestement, il veut se faire tuer, Cody Rhodes, et il propose des solutions à Seth. C'est sympa de sa part.
c'était totalement inattendu cette confrontation NNEC après les 2 matchs. Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir là comme stipulation, hein? Quelle surprise! Surprise, surprise! Oh là là! Mais par contre, Cody Rhodes, vous trouvez pas qu'il a un peu chopé un gros boulard, quoi, quand même, quoi, là? Mais oui, ils ont 22 pour 2 heures déjà. Ah mais la vache, mais non, là, cette promo là, moi j'avais l'impression, plus elle avançait dans le temps, plus j'avais l'impression de voir son crâne gonfler, 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 gonfler. Incroyable. Et vous savez quoi, il a fait une interview pour le PWI et où il a dit qu'il était le meilleur catcheur du monde à l'heure actuelle et par une large marge. Donc pour vous dire un petit peu comment le Cody en ce moment, il est chaud comme de la braise. Et puis bah, comme l'a dit Papy, surprise, surprise, ouh, hein, Hell in a Cell match. Alors après, je vais pas bouder mon plaisir. Moi, je suis ravi de voir un match comme ça dans la cellule de l'enfer. Je pense que ça va être assez cool. Ouais, j'étais un petit peu surpris par la promo de Cody. Et comme tu l'as dit, ouais, les gens de Virginie sont des gens polis. Et finalement, c'était peut-être ça l'info la plus surprenante de ce segment. Moi j'ai trouvé ça, mais je trouvais que c'est une mauvaise promo au final parce qu'effectivement c'était beaucoup trop compliqué. Il s'écoutait parler quoi et la foule était vraiment très gentille avec lui. De toute façon, il bénéficie d'une bienveillance assez assez pardon, étrange, pas étrange mais ouais, assez rare, assez rare dans le monde du catch. Hein. On sait que la foule veut tout de suite maintenant, et puis la foule veut décider et tout. Lui, il revient comme une star, et la foule est d'accord. Oui, d'accord, c'est une méga star. On l'écoute, mais attention, va falloir faire attention quand même à pas trop nous endormir. Hein. Ouais, ce que tu dis est juste, mais attention avec Cody. Hein. Alors évidemment, le public de catch est très versatile, hein. Fickles, comme disait Daniel Bryan. Mais attention, à Cody, il lui est arrivé la même chose à la All Elite Wrestling. Hein. C'est-à-dire qu'il a commencé comme un super méga top babyface. Adoré par le public, tout le monde, une grande indulgence autour de tout ce qu'il pouvait raconter, ou etc., etc. Et puis au bout de quelques mois, il y a eu un moment où c'est parti en vrille et le public l'a pris totalement en grippe et il a turné heel sans le vouloir finalement. Et donc faut qu'il se méfie parce que j'ai l'impression en fait qu'il est en train de prendre exactement le même chemin de ce que je l'ai vu faire à la AEW. On est backstage de plusieurs séquences, plusieurs d'autres séquences sans grand intérêt. R-Truth qui balance les papiers de divorce à Tozawa qui étaient cachés dans la poubelle, et puis Dana Brooke qui va se retrouver en bisbille avec Carmella. Donc elles se rendent dedans, les insultes suivent. Visiblement, c'est la prochaine rivalité de Carmella et de Dana Brooke. Voilà les petites retrouvailles entre Carmella et R-Truth qui sont toujours sympas à voir. Rien à dire, hein, j'espère, de votre part sur cette séquence. Lacey Evans, je vous laisse pas le temps de dire quoi que ce soit. Lacey Evans qui arrive et qui nous fait la promo dont Papy a parlé tout à l'heure, que je ne comprends rien. Je ne sais pas. Qui écrit les promos de ces gens, en fait? Cody Rhodes, je sais c'est qui, c'est lui. Hein, le mec s'aime et il s'adore. Mais qui écrit les promos de Lacey Evans? Je ne sais pas. Qui s'occupe de Lacey Evans? Qui est Lacey Evans? On ne sait pas. Parce que là, c'est pareil, ça a duré mais 20 minutes où il a dit vive USA, USA, USA. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Où on va? Quelqu'un sait qui me dise. Hein. Ah bah là, on est clairement dans la fibre patriotique américaine, en plus en Virginie. Donc ça pouvait pas mieux passer que ça, parce qu'auprès du public, ça marche. C'est du public américain, hein, je dis bien. Ça marche, quoi. Et donc du coup, si tu veux, là, on est vraiment dans la fibre de l'US Marine, etc. Ils jouent à fond là-dessus. Tu sais quoi? Lacey Evans, c'est le Sergent Slaughter 2.0, quoi. Ou Jim Duggan, non, aussi? Ah ouais, un petit côté Jim Duggan aussi, ouais, c'est vrai. Ouais, en fait, ça pourrait être la symbiose, finalement. Mais ouais, moi j'arrive vraiment pas du tout. Hein. Dès que je la vois, j'ai envie d'éteindre la télé, quoi. Donc, et là en plus, quand elle se met à forcer son accent, c'est pire. Et puis elle me rappelle Nikki Bella quand elle parlait avec son accent du sud aussi, parce qu'elle est elles sont de Phoenix de mémoire, ou du moins d'Arizona les Bella. Mais là c'est pareil, quoi. Elle force son accent. Alors peut-être justement aussi parce qu'elle était en Virginie, donc du coup elle s'est dit bah tiens, je suis parmi les miens, je pourrais y aller à fond. Mais j'ai trouvé ça assez affreux et puis même le style qu'elle se donne, enfin, c'est catastrophique, je trouve. Mais si elle tient juste sur la fibre patriotique, bah bravo parce que derrière, tu vois bien qu'il y a absolument rien, quoi.
Tu sais, on en avait déjà parlé, je crois, tous les deux, Papy, dans la review de Raw de la semaine dernière. Mais moi, un truc qui m'épate quand même dans cette histoire avec Lacey Evans, et elle tient des promos comme ça sur la difficulté de se battre dans la vie, d'améliorer son sort et tout et tout. Elle appelle le public, souvent dans les promos à chaque fois, elle appelle le public à se lever, à applaudir les forces armées américaines, etc. Et la nana, elle te fait toutes ces promos dans un body archi sexe, où tu dois avoir la moitié déjà des hommes qui se sont évanouis rien qu'en la voyant à l'écran. Et pour moi, il y a un espèce de décalage qui va pas en fait là-dedans, si tu veux. C'est-à-dire que à la rigueur, elle débarquerait vraiment, tu vois, limite en mode force spéciale et tout et tout. Mais là, la meuf, elle est super sexe quoi. Elle est super, super sensuelle et tout. Et elle dit oh bah je suis Lacey Evans, supporter les États-Unis. Enfin, pour moi, il y a un espèce de truc qui colle pas et je comprends pas. Et après, bah, une petite curiosité que j'ai quand même par rapport à elle, c'est quelle va être sa place dans la carte, dans la division féminine d'Euro, qui est quand même mouse costaud, quoi. Et est-ce qu'ils vont quand même oser nous mettre Lacey Evans dans le main event féminin? Oh, j'ai peur quand même. J'ai peur aussi. Bah après, elle dit qu'elle est ni plus forte que les autres, ni moins bonne. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Rien, voilà. Voilà, ça voilà. sert à rien. Elle est ni meilleure ni moins bonne, elle sert à rien. Ah mais le plat, tout est à niveau hein, ce soir. Tout est au même niveau ce soir. Les promos, la durée des matchs. Il n'y a plus de low card, il n'y a plus de main event. Tout le monde est au même niveau. Oh, c'est dingue. Bon, en parlant de main event, on y arrive. Hein. On y arrive. Alors, vous avez annoncé un six-pack challenge. Et ben non, c'est rien du tout. Becky Lynch versus Asuka. La gagnante donc aura un title shot contre Bianca Belair. À elle, il ne sait Bianca Belair qui est ringside en plus pour assister à ce match. Alors, ça commence fort avec Becky Lynch qui rentre tout de suite là, qui attaque direct. Becky qui place une souplesse contre les barricades, Asuka qui met un gros kick là, dans la tête de l'Irlandaise, un gros coup de genou ensuite et une German souplesse et un genou, un sliding knee pour Asuka pour le compte de 2 qui reprend un petit peu le momentum. C'est Becky qui continue et là, on sent la frustration de l'Irlandaise commencer à grimper. Un petit roll-up qui est contré. Pas ce soir, pas dans le main event. Le roll-up, s'il vous plaît. La Scalock, mais Becky qui permet qui arrive à s'échapper de la Scalock. On a ensuite un cross arm breaker qui envoie Becky dans les cordes. Ça se dispute avec Bianca Belair. Asuka qui se retrouve, je crois, éjectée dans Bianca Belair. Je crois qu'elle est balancée dans Bianca Belair. Comme une vieille chaussette. Belair du coup se rapproche, dit quoi, qu'est-ce qui se passe, il y a de l'embrouille, il y a de la bagarre. Becky en profite pour attends, qu'est-ce qu'elle fait, elle chope le parapluie d'Asuka, elle avait eu quoi, c'était quoi, c'était une ombrelle, son ombrelle. Ouais, c'est ça, ouais, l'ombrelle de Asuka quand elle arrive, sur le ring. Ouais. Mais sauf que quoi, elle se retourne et elle se bouffe la poudre verte, le green mist dans la tronche, et Asuka en profite pour lui mettre un gros coup de pied et l'allonger pour 1, 2, 3, la victoire de la japonaise face à une irlandaise toute verte, voilà, qui honore sa patrie, qui honore ses origines. Et tout simplement, mon bon tonton. C'était raccord, et complètement raccord. Et c'était le Miss TV. Et ouais, voilà, Asuka qui revient avec son Mist, ça m'a fait bien plaisir. Ça fait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ça m'a fait bien plaisir de revoir Asuka vraiment catcher là à fond là. Elle me semble en pleine forme, elle me semble au taquet là, toujours à fond là quand elle fait ses entrées et tout ça. Bon, attends, encore une fois, moi je suis un fanboy de Asuka, donc vraiment j'étais ravi. Peut-être un petit peu surpris par la victoire finalement parce que je me disais quand même en début de match je me disais quand même Becky là, elle me paraît tellement forte en ce moment, elle me paraît tellement intouchable. Qu'est-ce qu'ils vont trouver comme artifice s'ils veulent vraiment la faire perdre? Et du coup j'étais quasiment convaincu que Becky allait gagner quoi. Et donc du coup voir Asuka ressortir le Mist, gagner le match, et puis alors vous l'aurez pas vu peuple de catch-up après, mais alors il s'est passé un truc très sympa à la fin de ce main event, c'est que quand il y a eu un dark match évidemment à la fin et avec Cody Rhodes. Et donc Becky Lynch est ramenée par un arbitre, donc elle est aveugle, complètement aveuglée par le Mist et tout, et elle croit en fait que quand Cody Rhodes rentre sous le titantron, elle croit que c'est Asuka qui est encore là. Et donc elle est là et elle essaye de mettre des coups
à Cody Rhodes dans le vide qui lui l'évite et tout. Et Excellent. ça, c'était un truc, c'était excellent. Je vous partagerai ça, Peuple de Catch-Up sur le Ah Discord. bah oui, fais Parce que tourner. cette petite vidéo est vraiment sympa, quoi. Et Becky Lynch est extraordinaire sur ce segment, quoi. Bon, au final, résultat des courses, c'est quand même Asuka qui devient la number one contender. Ça nous promet un Bianca Belair versus Asuka. Et moi, je peux vous dire que je m'en pourlèche les babines. Oula, carrément. Et toi, alors, papy, est-ce que tu t'en pourlèches les babines? Avant de donner ma réponse, j'ai une question pour tonton. Est-ce que tu as la durée du match? Ah mais c'est Ah, important en plus. Bah, On en reparlera tout à l'heure. 10 10 minutes. minutes aussi? Ouais. Ok, et bah franchement, ces 10 minutes-là, c'est les seules qui m'ont pas paru trop longues de la soirée. Moi, Ah. j'ai bien apprécié ce match-là. Ah. Il y avait de l'enjeu qui était. En plus, les deux filles ont super bien bossé. Ouais. T'as un vrai finish avec des retournements de situation. T'as beaucoup de moments où tu te dis ça y est, vers la soumission, des trucs comme ça, où t'as l'impression qu'ils ont bloqué et qu'ils s'en sortent quand même, notamment Becky qui est prise vraiment en plein milieu du ring avec la Scaloc. Non, de Alain Arbar plutôt. Enfin bref, et j'ai trouvé ça plutôt bien. Bon, il joue aussi sur le fait que Asuka peut, enfin que quand Becky balance Asuka dans Bianca, si jamais Bianca répond, bah du coup Becky perdra par disqualification et du coup elle deviendra challengeuse numéro 1. Il y a plein de petites idées comme ça. Le match est bien raconté et je trouve ça épatant, notamment d'autant plus du fait que qu'elle soit passée d'un match à 6 à un match à 2 et du coup qu'elles aient dû raconter une histoire totalement différente. Et je trouve que malgré tout, ils ont quand même réussi à faire une super histoire qui a bien tenu la route. Donc bravo les filles, c'était mon rayon de soleil du soir. Alors, deux choses à parler avant qu'on attaque donc ce fameux. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi on s'est retrouvé avec ce fameux main event improvisé? Deux choses. La durée du match était très importante. En fait, c'est pas 10 minutes, mais officiellement 9 minutes et 52 secondes. Pourquoi c'était Merde. important? Pourquoi c'était important? Parce que c'était tout simplement dans le cadre des pronostics du concours de prono, le championnat de prono de catch-up. N'oubliez pas, on s'était retrouvé avec des égalités. Donc on avait balancé en tiebreaker une question, et la question c'était tout simplement quelle allait être la durée du main event, du dernier match. Donc c'était bien le dernier match télévisé de Monday Night Raw, de ce Monday Night Raw. Alors il y a un retournement de situation parce que c'était pas ce match-là qui était prévu. Alors malheureusement. évidemment, donc nos compétiteurs n'étaient pas prêts. On a même eu tout simplement trois no-shows, trois participants qui n'ont pas participé, Il y aura eu des no-shows ce soir. Je sais pas ce qui se passe. Les gens veulent plus bosser à WWE. Et donc ça s'est joué entre Giscal et Tonton. Mais ces gros bêtas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voté exactement la même durée de match. C'est improbable. Eh oui. Vous avez tous les deux voté 13 minutes de durée de match. Alors Giscal, il nous a raconté qu'il avait tout simplement fait des calculs statistiques de durée sur les derniers matchs de l'année. Je sais pas, toi, Tonton, est-ce que c'est ta technique? Est-ce que tu as utilisé la même technique que Giscal? Et ça expliquerait pourquoi vous avez pronostiqué exactement la même durée? Absolument pas, moi je suis nul en maths, donc moi j'allais pas me faire chier avec un algorithme pour savoir quelle était la durée du main event. J'ai fait ça un peu au pif et je m'étais basé moi justement sur un Six Pack Challenge puisque ça avait été annoncé sur les réseaux sociaux. Donc du coup je me disais bon allez, ça va être quand même un match au-delà de 7-8 minutes. Au départ j'étais parti sur 16 minutes quoi, et puis je me suis dit quand même avec les femmes ça va peut-être être un petit peu plus court. Donc je me suis dit allez vas-y on tranche et puis on fait 13. Et voilà, je me retrouve à égalité avec l'inénarrable Giscal. Mais alors que se passe-t-il, mon patron, en termes réglementaires dans ce cas-là? Donc on se retrouve avec un double décompte à l'extérieur. C'est terrible, c'est terrible. Dans ces cas-là, c'est moi qui gagne, non? S'il y a double décompte extérieur. Non, écoutez, ce qui va se passer, c'est que visiblement, puisque personne ne vient bosser ou que on se retrouve avec des décomptes à l'extérieur, tout ça va se régler à l'intérieur d'une cage de l'enfer. Voilà. Et donc le titre reste vacant en fait. Le titre, oui, il est vacant, n'a toujours pas été donné, et donc ça attendra tout simplement le pay-per-view de Hell in a Cell. Rendez-vous pour le concours de prono de Hell in a Cell pour avoir la suite. Bon. Ça fait quand même que Giscal et moi, on est quand même en tête, quoi. On est les deux premiers sur le classement général, par contre. En fait, ça n'apportait pas de points supplémentaires, c'est un tiebreaker. Donc c'est un tiebreaker, ouais. C'est vrai. Non, vous allez pas vous en sortir aussi facilement. J'essaye de négocier, on sait jamais sur un malentendu. Arrête de tricher, tonton. Bon, alors on va attaquer le gros là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on s'est retrouvé avec ce main event et puis cette durée de match qui a foutu un peu le bordel? C'est tout simplement, il faut le savoir, et la WWE en a parlé, puisque Corey Graves en a parlé, il en a touché un mot.
Ce qui s'est passé, c'est qu'au début de Monday Night Raw, Naomi et Sasha Banks, nos championnes tag team WWE, ont véritablement quitté les locaux. Elles n'étaient visiblement pas d'accord avec le programme prévu, donc ce Six-Pack Challenge. Visiblement, alors il n'y a que des théories, on ne sait pas, même si la WWE a balancé un communiqué assez riche, expliquant, donc ça c'est la version officielle, que Sasha Banks et Naomi n'étaient pas d'accord avec le programme. Ne voulaient pas affronter les filles. Il y avait un souci avec des participantes du match qui était prévu, sans citer personne. Donc ça c'était un petit peu bizarre, et qu'elles du coup elles sont parties, et Corey Graves a dit que c'était pas très professionnel tout ça quand même. Et donc du coup les filles se sont barrées en abandonnant leur ceinture, en laissant les ceintures en Virginie, quoi, à Norfolk, et on a improvisé ce match-là, ce 1v1, en mettant un peu en plus sur la touche les deux Écossaises, donc ça c'est pas très sympa. Alors, à l'heure actuelle, sauf si quelque chose est tombé depuis, mais pour l'instant, on sait vraiment pas exactement ce qui s'est passé, à part cette version un petit peu officielle. Donc toi, par exemple, Tonton, qui a les oreilles un petit peu partout, est-ce que tu en sais un petit peu plus? Bah écoute, j'ai suivi l'affaire parce que du coup c'était quand même assez incroyable. Ça s'est répandu sur les réseaux sociaux et sur notre Twitter en particulier, @catchupcdc. Et bah écoute, bon alors déjà pour remettre le truc dans son contexte, et bien sûr ça s'est pas passé en début d'émission quand elles ont release leur ceinture. Ça s'est passé quelques heures avant le show. Naomi et Sacha ont débarqué dans le bureau de John Laurinaitis après avoir pris connaissance du booking du soir et sont donc, c'est quand même incroyable quelque part. Elles sont venues se plaindre de faire le main event de Monday Night Raw, le plus grand show historique de l'histoire du catch. Donc bon, ça me laisse toujours un peu perplexe. Mais effectivement, ça c'est au départ, moi j'ai vraiment pris ça pour un work. Surtout le fait que Corey Graves en parle comme ça. Alors il a été dit depuis que c'était Vince dans l'oreillette qui était en train de cracher son venin. Mais c'est quand même vachement surprenant. Sacha, il semblerait que vraiment toute la hit, se concentre apparemment beaucoup sur Sacha. Il y a eu tout un tas d'intervenants qui ont dit que Naomi, elle avait été manipulée par Sacha, que Sacha, carrément, elle aliénait tout le locker room. Alors, je l'avais dit dans le Discord, mais je serais curieux de voir à quoi ça ressemble, un Roman Reigns aliéné. Bref, donc il s'est passé quelque chose. Est-ce qu'on est dans le domaine du work ou pas? Ça, c'est vachement compliqué à déterminer. Moi, sur l'instant, je faisais vraiment partie de la teamwork. Vraiment, pour moi, c'était clair et net. C'était un work. Et puis, au fur et à mesure des heures, et puis là, depuis 2-3 jours, vraiment, là, pour Sacha, ça a l'air d'être chaud. Tellement chaud que Sacha et Naomi ont été retirés de toutes les cartes de House Show. Et pour l'instant, depuis le fameux communiqué dont tu as parlé, patron, on n'a plus de nouvelles et on ne sait pas ce qu'il en est au moment où on parle là. Moi, papy, là, no show, qu'est-ce que c'est ça? Tu t'arrives, toi, c'est comme si tu venais pas au studio alors que tu vas enregistrer cette analyse, et pourtant t'es venu. Voilà, et pourtant je suis venu. Alors que T'avais pas envie. j'étais pas d'accord pour travailler avec Tonton, et pourtant je suis venu. Non, alors moi je vais rester sur la version officielle parce que je pense que j'ai déjà donné mon avis un peu sur les rumeurs de couloir. J'ai jamais trop été fan parce qu'en plus le problème c'est que t'as un peu tout le monde qui va du coup pousser l'info qu'il a envie de pousser pour dire ah mais machin, tu sais, en plus elle est pas très sympa, elle est pas très précise en plus dans les vestiaires, hein. En plus une fois elle avait dit ça et puis ci et ça. Et donc du coup si on reste sur les faits, je crois pas moi au work dans le sens où c'est quand même bizarre ce work que c'est des conséquences sur euh, les deux Écossaises. Je vois pas pourquoi elles auraient été prises dans le mélange du work alors qu'elles étaient pas du tout finalement. Tu sais, s'ils avaient worké, ils auraient peut-être dit elles sont parties avec elle ou j'en sais rien. Enfin, c'est bizarre, quoi. Moi, je pense qu'elles sont plutôt victimes dans l'affaire. Les deux Écossaises, bien sûr. Quant à Naomi Sacha, nous laissons les autorités faire l'enquête. Mais le fait que la WWE ait communiqué dessus, pour moi, ça peut laisser que deux portes de sortie. Soit porte de sortie tout court, elles sont enterrées, on n'en parle plus jamais, et voilà, fin d'histoire. Soit ce qui n'était pas un work deviendra un work parce que du coup, quand Naomi reviendra, ils diront oui, tu vois, comme t'as claqué la porte à Raw, je te destitue ta ceinture, et puis du coup, elle fait la gueule, elle passe heel. Enfin, tu peux relancer l'histoire comme ça, quoi.
Je penche plutôt pour cette option, moi aussi, tu vois quoi. On en a parlé avec Gino la main froide hier. En plus, si tu veux, j'ai du mal à imaginer VKM sur un coup de chaud virer Sasha Banks, qui est une de ces peut-être des deux workeuses les plus mainstream qu'il est avec Ronda Rousey. Ça me paraîtrait quand même un sacré coup de tonnerre de Sasha. Faut voir les conditions. Si la demande de Sasha Banks est pas totalement irraisonnée, parce que le no-show c'est quand même grave, quoi. Dans n'importe quel boulot, tu viens pas. Je suis d'accord. Tu as intérêt d'avoir des raisons, quoi. Et donc, si jamais c'est motifs, on va dire, qui peut comprendre sa motivation en disant, ouais, t'as vraiment un booking dégueulasse ou j'en sais rien, et qu'ils arrivent à s'entendre, pourquoi pas. Mais si jamais c'est juste un coup de limite, j'ai envie de dire, de fierté, de dire, ah, moi, je suis Sacha Banks, que je bosse pas en ces conditions, que je sais pas quoi, bah, qui que tu sois, moi, j'ai envie de dire que, bah, t'es personne au-dessus de la WWE. Et donc, du coup, dans ces cas-là, tu prends tes clics et tes claques et tu dégages, quoi. Même si tu vas faire le bonheur d'une autre fédération, moi, je m'en fous. Au moins, je mets ma fédération au-dessus de toute individualité. Après, voilà. Je t'avouerai, j'ai le même raisonnement dans le domaine du foot, où c'est pareil. Moi, je supporte pas qu'un joueur se prenne au-dessus d'un club. Bah, là, c'est la même chose pour moi. La catcheuse ne doit pas être au-dessus du show auquel elle participe. Donc, bah, si vraiment c'est irréconciliable, bah, dans ces cas-là, bah, tant pis si elle fera le bonheur d'une autre fédération, hein. Pour moi, il faut qu'il soit ferme, hein. Ouais, c'est pour créer une jurisprudence, quoi. Après, tu t'envoies quoi comme message aux autres si tu leur dis, ouais, elle a eu raison de no show, de pas venir bosser, de foutre la galère. Sur la plainte de Sasha Banks, ou de Naomi, bref, ou des deux, sur le booking, moi, ce qui me surprend le plus, c'est que moi, le booking de ce Six Pack Challenge, comme il a été annoncé par la WWE, après, donc, ça me paraissait loin d'être dégueulasse pour Sasha et Naomi, puisque tout simplement, il était prévu que Naomi gagne le match, qu'elle aille donc du côté c'est qui? C'est Bianca Belair, et que Sasha, elle, allait être envoyée un peu du côté Ronda. Donc c'était plutôt pas dégueulasse, quoi, ça. Mais par contre, apparemment, ce qui avait pas l'air de plaire à Sasha et Naomi, et ça a été dit, répété, ça a été factualisé, c'est qu'en fait, ce qui ne leur plaisait pas avant tout, déjà, c'était le traitement du titre tag team féminin, quoi, et qu'elles n'acceptaient pas comment c'était traité. Donc tout ça, c'est bien compliqué. Mais là, je suis totalement d'accord avec Papy. Je te fais des bisous, mon Papy. Moi aussi, je suis totalement d'accord. Une catcheuse ou un catcheur, quel qu'il soit, peut pas être au-dessus de la WWE. Tu faisais le parallèle avec le foot. Moi, je fais le parallèle avec le rugby. C'est pareil. Pour moi, un joueur de rugby peut pas être au-dessus de l'équipe, quoi. Donc, sur ce coup-là, je trouve que, en tout cas, quoi qu'il se soit passé, les deux, elles ont pas joué très collectif sur cette affaire. Bon bah du coup, est-ce que ça va être l'un de vos flops? On va le savoir dès maintenant, puisque c'est l'heure du mot de la fin, après cette parenthèse de débat sur qu'est-ce qui s'est passé lors de ce Monday Night Raw. Eh bien, Papy, si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Alors, est-ce que ça sera mon flop? Eh ben non, ça sera mon top. Eh ben, parce que je donne mon top du coup aux filles, donc Asuka et Becky Lynch, qui je trouve nous ont fait un super main event dans ces conditions. Ouais. Un poil de plus de top pour Becky, qui en plus a dû, excusez-moi, faire l'enregistrement du petit segment backstage à l'arrache aussi. Ils en est bien sorti, malgré même si on comprenait rien. Forcément, on n'avait pas le contexte. Et donc voilà, donc top aux filles pour ce main event assuré, qui était de très bonne qualité, d'autant plus vu les circonstances. Mon flop, je ne sais pas qui le donner. Alors, peut-être qu'on met des circonstances atténuantes au show en disant qu'il était déstabilisé par cette histoire. N'empêche que j'ai quand même l'impression que c'est pas ça qui a cassé complètement le show, et pourtant il était assez fracassé de partout. À quoi je vais le donner? Je vais le donner, allez, au pif, à petite US qui vivote dans des histoires sans intérêt. Et ma note, je vais pas donner une bonne note parce que globalement je me suis ennuyé sur ce show. Il est uniquement sauvé par le main event, pour ma part, qui fait que, allez, je vais être gentil, il y avait des circonstances atténuantes, je vais donner la moyenne 2,5, mais c'est vraiment parce que les filles ont assuré le coup à la fin, quoi. Écoute, moi ça va être un top flop entièrement féminin, puisque comme Papy, je vais donner mon top au main event entre Asuka et Becky Lynch. Voilà, je vais faire dessus. C'était
un super main, c'était vraiment un match à voir. Et mon flop, je vais le donner à Liv Morgan, parce que alors là, vraiment, le segment pérave avec Edge Styles et Finn Balor, où elle fait enfin bref, on en a parlé assez longuement aussi. Donc moi j'ai trouvé Liv Morgan en dessous de tout ce lundi soir, quoi. Vraiment, c'était pas du tout comme ça. Je pense qu'il aurait fallu qu'elle embraye dans cette aventure avec Edge Styles et Finn Balor. Donc vraiment, pour moi, là, Liv Morgan, va falloir qu'elle revoie sa copie parce qu'elle est à côté de la plaque là. Et ma note va être meilleure que tonton. Elle va être meilleure que Papy parce que moi je trouve qu'il y a le catch. Et ça c'était plutôt bien. Moi j'aime bien quand il se passe des trucs entre les corps. Donc je suis d'accord que c'était un Monday Night Raw qui était en dessous des moyennes de ce qu'on a vécu les dernières semaines, où on a même eu des notes assez extraordinaires là sur le Monday Night Raw. Donc là, ça a baissé. Est-ce que c'est dû aux circonstances? Est-ce que c'est dû au Sasha Naomi Gate? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'était plus faiblard. Mais moi, je vais monter un peu plus haut et moi, je vais quand même lui mettre un 3 à ce Monday Night Raw. Oh, ok, très bien. On s'en sort plutôt pas mal. Moi, mon flop, je vais le donner à Alexa Bliss, ou plutôt à Alexa Pablis, pour les raisons qu'on a évoquées. Mon top, je vais vous rejoindre, je le donne à ce main event improvisé, assez incroyable. Les femmes sont à l'honneur dans ce Monday Night Raw. Voilà, pour le meilleur et pour le pire, et oui, c'est ça. Et puis ma note, alors c'était un Raw, j'ai trouvé mais très très plat, quoi. Vraiment, voilà, effectivement, 10 minutes de catch, une séquence backstage, 10 minutes de catch, une séquence backstage. Pas de fil rouge, à la faute ou pas, on ne saura jamais à ce qui s'est passé. C'est un petit peu compliqué, mais c'est vrai qu'il est quand même sauvé par ce main event. Alors je vais donner une note toute plate, un 2,5, là, voilà, exactement, 2,5, une note bien plate pour cet épisode de Monday Night Raw. Allez, il va être l'heure de se quitter. Catch Up, donc c'est votre podcast qui résume, analyse tous les shows de la WWE. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcasts habituelles en audio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, PodCloud et bien d'autres. YouTube également est là pour la version vidéo avec la section commentaires. N'hésitez pas à nous partager votre top, votre flop et votre note et nous dire. Peut-être que vous êtes bien informés après tout. Nos réseaux sont dans la description. Attention, on s'approche de la suite du championnat de pronostic de catch-up pour enfin couronner notre champion. Mais on en reparlera très bientôt. Je remercie Tonton pour sa présence, ses chiffres et ses connaissances générales dans la vie. Voilà, il sait plein de trucs, ce mec. Tout simplement. Il connaît la durée de match, déjà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Merci patron de cette review qui s'est étendue comme jamais, je trouve. Ah oui, bah écoute, c'était peut-être, sûrement trop long par rapport à plus long qu'il ne le méritait, hein. Aussi long qu'un match de 10 minutes qui devra en durer 2. Ah papy, merci à toi. Merci à toi, patron. Non, moi, je pense pas. Je pense que notre analyse a permis justement de donner du piquant à ce Raw qui était tellement fade. Oui, évidemment. Bon, allez, je vous donne rendez-vous très bientôt. Et d'ici là, je vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Salut à tous. Salut, peuple de catch. Traitement royal, c'est ta fille qui vient t'amener à bouffer pendant que t'enregistres. Bah ouais, c'est ma fille qui me nourrit, tu te rends compte, on en est là, quoi.